Alors, tout d'abord, je me prie de m'excuser de cette absence. Effectivement, les transports, les grèves ont eu raison de moi et de ma présence. Je le regrette. J'aurais vraiment aimé pouvoir assister plus longuement aux présentations et être présentiel. Et je tiens aussi à remercier le comité d'organisation qui m'a invité à faire cette présentation sur finalement le rôle et la place, comme vous l'avez dit, de l'éducation thérapeutique du patient dans la préservation et la prévention des effets du vieillissement. Alors, pour cette présentation, ce que je vous propose, c'est finalement deux temps. Un temps où je me permets de revenir sur quelques généralités concernant l'éducation thérapeutique, ce qui permettra à tout le monde finalement de repositionner ce type d'intervention dans le système de prévention et plus largement de soins. Et puis ensuite, je contextualiserai à la question du vieillissement. Alors, il fallait que j'indique les liens d'intérêt en santé, je l'ai fait, et avec la relation, avec la présentation du jour pour lequel je n'ai aucun lien d'intérêt. Voilà. Donc, une première diapositive pour rappeler que finalement, l'éducation thérapeutique se situe dans le système de prévention de façon générale, mais plus précisément au niveau de cette prévention tertiaire qui vise à prévenir des complications d'une maladie dès lors qu'elle est déjà installée. Donc, on se situe finalement bien là, au niveau de ce dernier cercle, après, comme je disais, que la maladie est apparue. L'éducation thérapeutique se situe donc dans le champ des éducations en santé. On parle d'éducation en santé au pluriel parce que finalement, et ça c'est un petit rappel, on a différents types d'éducation en santé. On a l'éducation pour la santé, je pense que c'est sans doute celle qui est la plus connue, concerne finalement la prévention primaire et secondaire et qui vise essentiellement à éviter l'apparition des maladies et l'apparition de troubles, et elle se concentre essentiellement sur les comportements de santé visant à promouvoir un état de bonne santé ou un maintien en bonne santé. On a par ailleurs l'éducation en santé familiale, qui est peut-être un peu moins connue, mais je me suis dit qu'il était quand même intéressant de la positionner dans les éducations en santé, vu qu'elle existe, et qui est spécifiquement destinée à la santé des familles, mais aussi à tout ce qui concerne les premiers secours. Et enfin, on a cette éducation thérapeutique du patient qui concerne, comme je vous le disais, la prévention tertiaire. Alors, cette éducation thérapeutique, elle est née finalement des progrès de la médecine, de l'allongement de la vie des personnes, et puis, parallèlement, paradoxalement, l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques et cette prise de conscience que finalement le patient est acteur de sa santé et en tout cas doit être considéré comme un partenaire entier de la prise en soin dès lors qu'il y a l'atteinte par une maladie chronique. Alors, j'ai également repris une définition qui a été écrite par l'OMS en 98 et reprise par l'HAS en 2007. Une définition qui est un peu lourde, c'est pas une très jolie diapo, je vous l'accorde, mais qui permet de revenir sur des thèmes qui me paraissent importants et qui nous montrent bien que finalement l'éducation thérapeutique fait partie de ces interventions non médicamenteuses, au sens où finalement elle répond presque mot pour mot à la définition que nous en avons vue tout à l'heure. Parce qu'effectivement, l'ETP vise à aider des patients, des personnes à acquérir ou à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, considérant que l'ETP se focalise essentiellement sur cette question de la maladie chronique, même si on le reverra tout à l'heure, on peut envisager des programmes d'éducation thérapeutique dans le cas d'infection aiguë, à condition, ou en tout cas dans une dynamique où cette infection va durer un certain temps et elle nécessite à ce moment-là des apprentissages de la part de la personne. L'ETP, elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en soin de la personne. Elle comprend des activités pédagogiques, on dira organisées, comprenant le soutien social, pour rendre finalement les patients conscients, informés de la maladie, des soins, mais aussi d'organisation des procédures. Alors là, il est écrit hospitalière, mais finalement, des procédures de santé et des comportements liés à la santé, à la maladie. Et tout ceci dans le but
d'aider la personne, mais aussi la famille et ses proches. Et encore une fois, on va revenir dessus. L'éducation thérapeutique concerne la personne, mais aussi son entourage, à mieux comprendre leur maladie, leur traitement, de façon à pouvoir collaborer ensemble, assurer les responsabilités de leur propre prise en soin. Je renvoie cette prise en charge par prise en soin. On a une définition un petit peu vieille déjà maintenant, dans le but de les aider et de maintenir améliorer leur qualité de vie. Donc vous voyez que à travers cette définition, l'éducation thérapeutique est en soi une intervention non médicamenteuse. C'est une intervention non médicamenteuse qui finalement contribue à un apprentissage dit progressif, mettant en lien, proposant finalement un véritable partenariat soignant-patient, visant des échanges de savoir, d'expérience. Il ne s'agit absolument pas d'être descendant. Entendu, il ne s'agit pas de considérer que ce serait le soignant qui sait, qui délivre son savoir aux patients qui ne sauraient pas. Au contraire, on est bien dans un échange, un transfert de compétences, où le patient va être véritablement acteur de cette éducation dans le cadre d'un processus continu, dans le temps, un processus qui sera centré sur la personne concernée, sur son entourage, et un processus qui peut se dérouler autant en individuel qu'en groupe, même si, on le reverra, les recommandations tendent à alterner temps individuel et temps de groupe. J'ai repris cette boucle qu'on appelle boucle systémique pour finalement vous présenter les différentes étapes de l'éducation thérapeutique du patient telle qu'elle est modélisée, proposée en France et telle qu'elle a été reprise par l'HAS depuis 2007. Alors, l'éducation thérapeutique en France, elle existe essentiellement en format programme. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est reconnue dans les textes. Et ces programmes visent finalement à proposer des temps de rencontre et d'apprentissage avec la personne qui débute finalement après que la proposition éducative a été faite. Elle démarre avec la réalisation d'un diagnostic éducatif. Alors, certains parleront de bilan éducatif partagé, peu importe le terme employé. Je dirais que derrière cela, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un temps d'échange avec la personne, avec son entourage. On va chercher à comprendre quels vont être ses besoins d'apprentissage de façon à gagner en autonomie dans la gestion de sa maladie au quotidien. À travers ce diagnostic éducatif, finalement, on va chercher à comprendre ce que la personne sait, croit, fait et souhaite finalement dans le cadre de sa maladie et de sa prise en soin pour gagner, encore une fois, en autonomie. Dans ce diagnostic éducatif, nous allons pouvoir établir un contrat d'éducation. Alors, on parle de contrat d'éducation parce que finalement, c'est un temps où on va s'accorder sur les attendus de chacun. C'est-à-dire ce que le patient, sa famille, va attendre du système de santé, en l'occurrence les soignants éducateurs, ou l'équipe de soignants éducateurs, et ce que l'équipe va être en capacité de proposer également à ces personnes. Donc, on va établir un contrat d'éducation qui repose sur des compétences étant entendues comme véritablement l'ensemble de savoirs contextualisés à des contextes très, très pratiques, très concrets. Et ces compétences, finalement, elles vont être mises en œuvre, elles vont être développées au moment où on va planifier l'éducation, mais surtout au moment où on va mettre en œuvre ce contrat autour d'actions d'éducation, autour de temps, au moment de temps d'apprentissage, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être autant individuels qu'au collectif et qui devront être évidemment adaptés aux besoins d'apprentissage de la personne. Et on verra que chez la personne plus âgée, il sera véritablement important de se concentrer sur finalement quelles sont ses capacités aussi d'apprentissage et quels peuvent être les meilleurs moyens pour lui permettre de développer ses compétences. Dernière étape, mise en œuvre de suivi et de reprise éducative qui peuvent se faire après finalement une évaluation qui aura été mise en place de façon à pouvoir identifier les compétences qui auront été atteintes par la personne. Et vous voyez, on a cette flèche qui revient sur le diagnostic éducatif. Entendu, ce diagnostic éducatif, ce bilan éducatif partagé est itératif parce que finalement, cette boucle peut être reprise autant de fois que nécessaire en fonction des besoins de la personne.
Alors, je vous parlais de compétences tout à l'heure. La HAS a identifié deux grands types de compétences visées en éducation thérapeutique. Des compétences dont on dirait qu'elles sont d'auto-soin, qui visent véritablement l'apprentissage de soins, je dirais, très techniques, en lien avec la maladie, la pathologie de la personne. Et puis des compétences appelées d'adaptation ou encore psychosociales, où là, on va être plus dans le vivre avec la maladie et comment réagencer finalement sa vie avec cette maladie au quotidien. Alors, je ne vais pas les lister, mais vous les voyez apparaître à l'écran, ces différentes compétences. Évidemment, vous pouvez les retrouver sur le site de la HAS qui en fait état. Alors, l'éducation thérapeutique, si on en parle, c'est parce que elle a largement prouvé son efficacité. Et aujourd'hui, finalement, la question de l'efficacité ne se pose plus. On a quelques pathologies pionnières, comme l'asthme, le diabète, où des études ont été conduites montrant que finalement, la participation pour un patient à un programme d'éducation thérapeutique lui permettait d'améliorer certains symptômes de sa maladie, surtout d'éviter les complications de sa maladie. Alors, si je reprends quelques exemples, notamment avec l'asthme, on sait que pour des patients qui ont participé à un programme d'éducation thérapeutique, on trouve une prévention de 75% des crises d'asthme et une diminution de près de 80% des visites aux urgences et des hospitalisations. Et vous voyez, les études dont je vous parle ne datent pas d'aujourd'hui. Là, on a une étude de 1981. Dans le diabète, c'est pareil. La participation à des séances d'éducation thérapeutique permet une diminution de 50% de l'apparition de la progression de la rétinopathie et de l'insuffisance rénale. Et là, on a plusieurs centaines de personnes diabétiques qui ont été suivies pendant 5 à 10 ans. Et encore une fois, des études qui datent des années 90 avec d'autres études plus récentes sur d'autres pathologies qui ont également été conduites dans le cadre de l'épilepsie, de la migraine, des maladies cardiovasculaires, polyarthrite rhumatoïde, mucoviscidose, hémophilie. Et aujourd'hui, on parle également de programmes en polypathologie. Donc, si finalement l'efficacité de l'éducation thérapeutique n'est plus à montrer, elle existe aussi parce que finalement, on a eu un contexte extrêmement favorable en France pour son développement, avec notamment des recommandations qui ont été émises par la HAS dès 2007, qui avait élaboré un guide méthodologique sur la structuration d'un programme d'éducation thérapeutique et sa mise en œuvre dans le champ des maladies chroniques. Mais surtout, l'éducation thérapeutique a été inscrite dans la loi en 2009 via la loi HPST, permettant finalement de reconnaître l'éducation thérapeutique comme une véritable pratique de soins qui s'inscrit dans le parcours de santé de la personne. Et finalement, aujourd'hui, l'éducation thérapeutique, eh bien, on se doit de la proposer dès lors que la personne est dans un parcours de santé dans le cadre d'un suivi de maladies chroniques. Un peu plus tard, donc en 2013, on a eu l'apparition également d'un texte de loi quant à la dispensation de l'éducation thérapeutique et des compétences requises pour l'ETP. À noter que l'éducation thérapeutique, comme les autres interventions médicamenteuses, relève d'une intervention soignante et à laquelle, depuis 2013, il convient d'y être formé au moins 40 heures pour pouvoir dispenser des temps d'éducation thérapeutique dans le cadre d'un programme formalisé. Alors, l'éducation thérapeutique, je vous disais, c'est un droit et c'est un devoir pour nous soignants de la proposer. Elle s'adresse majoritairement aux patients atteints de maladies chroniques, même si je prends l'exemple de la tuberculose, on a des programmes existants dans le cadre de maladies infectieuses, plus aiguës, mais qui appellent tout de même à des apprentissages sur du long cours et par conséquent, on peut se voir développer des programmes d'éducation thérapeutique dans d'autres domaines que celui des maladies chroniques. Mais de façon dominante, on trouve plutôt l'ETP dans les maladies chroniques à destination des enfants, des adolescents et des adultes, comprenant évidemment les personnes âgées. Elle s'adresse également aux familles de patients, mais je dirais plus largement à l'entourage des personnes, aux aidants, dès lors que la personne concernée est OK avec le fait que ses aidants, sa famille, participent à ce dispositif. Alors, si je reviens maintenant au contexte du vieillissement, le contexte du vieillissement est forcément un contexte particulier.
Là, je vais citer les travaux de Sévigné, qui nous rappellent que finalement, une prévalence plus élevée des maladies chroniques et donc de la polypathologie chez les personnes âgées. On sait que 85% des personnes de plus de 75 ans et plus ont au moins une pathologie et 50% d'entre elles sont des affections de longue durée. La polypathologie également s'accompagne d'une polymédication et souvent d'une vulnérabilité physique, psychique et sociale chez ces personnes âgées. Et puis, on retrouve de fait chez les personnes âgées une moindre qualité de vie, une moindre autonomie, et puis un plus grand recours aux soins et un plus grand risque, en tout cas, de mortalité. Tout ceci nous conduit donc à finalement intégrer l'éducation thérapeutique comme un soin nécessaire chez les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Cependant, qui dit personnes âgées dit forcément réajustement de la boucle que je vous ai présentée tout à l'heure, et donc je vous propose de revenir sur ces différents temps de la boucle pour voir comment les adapter, les ajuster aux besoins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Si je reviens sur ce temps de diagnostic éducatif, dans le cas d'une personne âgée, ce que nous savons, c'est qu'il faudra être particulièrement vigilant à sa compréhension, être attentif finalement au retentissement éventuel du vieillissement, sur cette compréhension, mais aussi sur sa capacité à lire, à mémoriser des messages, à se concentrer, mais également être attentif à sa capacité à décider par elle-même et à ses préférences en termes de modalités d'apprentissage. Donc ce temps de diagnostic éducatif va être finalement un temps où on sera sensible et on veillera à identifier tous les besoins de la personne sur ces différents aspects. Autre point sur lequel on doit être sensible finalement au moment du diagnostic éducatif, c'est la prise en compte de l'identité logement, qui est un concept qui a été largement repris par Frédéric Thérévidi depuis 2011 et qui a travaillé sur l'identité logement des personnes âgées, montrant que finalement la personne âgée a construit une identité à travers son logement. Donc, dans le cas où notre intervention d'éducation thérapeutique devrait toucher à l'environnement de vie de la personne et notamment à son logement, il est important de prendre en compte cette question d'identité construite à travers le logement que la personne aura élaboré tout au long de ces années. Alors, on pourrait le détailler un peu plus, peut-être que sur les temps d'échange, tout à l'heure, on pourrait y revenir, mais ceci, en tout cas, ces différents aspects vont nous permettre finalement de proposer secondairement un programme plus adapté aux besoins de la personne âgée. Ça va nous permettre, entre autres, d'établir donc un contrat d'éducation qui reprendra des compétences qui peuvent être plus ou moins transversales, mais en tout cas qui va reprendre des compétences, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui peuvent être finalement de soins et ou psychosociales. Quelques exemples, ça peut être comprendre, mettre en lien avec des problèmes de santé et des traitements, notamment dans le cadre de la polypathologie. On peut être également amené à travailler sur la priorisation avec la personne âgée. Il peut y avoir des compétences autour de l'autogestion des traitements, de la réalisation d'autosurveillance, faire face à des signes d'alerte ou encore des compétences qui permettent de travailler le changement du mode de vie à travers la nutrition, l'activité physique ou encore le logement dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, pour prévenir le risque de chute. Dans la mise en œuvre, dans la planification et la mise en œuvre, ce qui est préconisé chez les personnes âgées, finalement, en tout cas, les personnes à risque de perte d'autonomie, eh bien, ce sera de proposer des séances individuelles sur le lieu de soins ou de domicile des personnes concernées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure complètement le collectif, mais ça veut dire qu'il faut avoir en tête, finalement, chez les personnes âgées, à risque de perte d'autonomie, il peut être parfois plus simple de démarrer avec des séances individuelles en contexte. Le nombre de séances peut être très variable en fonction des besoins de la personne, sans exclure complètement les séances collectives en fonction évidemment des capacités de la personne, de ses souhaits, et puis aussi des objectifs qu'on va se fixer s'ils sont communs à d'autres personnes, mais surtout en adaptant nos techniques pédagogiques et en orientant, si besoin, vers des programmes plus spécifiques.
J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'adaptation des techniques pédagogiques parce que finalement, on ne peut pas proposer la même chose à tout le monde. Et dans le cadre du vieillissement, l'utilisation de techniques pédagogiques appropriées est particulièrement importante. Dans cette démarche, ce qui est important avec les personnes âgées, c'est finalement d'être sensible à la disponibilité de la personne et notamment à sa disponibilité cognitive. Et en l'occurrence, on sera vigilant à découper les temps d'apprentissage. Des séances de 2 heures, comme ça peut être proposé classiquement en ETP, c'est extrêmement long pour une personne âgée qui est en risque de perdre d'autonomie. Donc, mieux vaut parfois prévoir des temps plus courts, 30 minutes, 20 minutes en fonction des besoins identifiés. Ne pas hésiter à faire participer l'entourage, les aidants, dès lors qu'ils sont quels, dès lors que la personne concernée est aussi d'accord avec cela, parce que finalement, l'entourage va forcément être aidant dans les compétences mises en œuvre au quotidien. Favoriser les séances en contexte de vie. Ne pas hésiter à travailler avec de la simulation en contexte, dans le logement par exemple de la personne, et puis faciliter la communication, l'accès au message, s'assurer de la compréhension des personnes et aider à la mémorisation avec l'utilisation d'outils, de techniques pédagogiques qui permettent de faciliter ça. Par exemple, on a des cartes, des jeux de cartes qui permettent de travailler sur ces questions de mémorisation. Enfin, autour de la boucle, toujours, mettre en œuvre le suivi et les reprises éducatives, ça vaut également pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Il s'agira de proposer une évaluation à l'issue de chaque séance, c'est-à-dire que si habituellement, dans des programmes plus standards, on a l'habitude de dire, voilà, on va laisser passer 2, 3, 4 séances et on verra à la fin de l'ensemble des séances qui en est pour effectuer une évaluation pédagogique. Dans le cas présent, on privilégiera des évaluations à la fin de chaque séance pour voir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, ce que la personne en a retenu, et s'il est nécessaire finalement de faire une reprise immédiatement ou à distance. On favorisera également un suivi éducatif en contexte de vie. Excusez-moi, il y a une petite coquille. L'idée étant de pouvoir permettre à la personne de mettre en application finalement ce qu'elle aura appris au départ des séances précédentes et de voir ce qui se joue et si nous avons besoin de réintervenir et donc de réévaluer les besoins éducatifs de la personne. De façon très concrète, j'ai fait une petite recherche assez rapide via les plateformes qui existent dans les différentes régions et qui recensent les programmes d'éducation thérapeutique validés existants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en Île-de-France, on a, via Cartep, qui est une des plateformes de recensement, 380 programmes qui se déclarent être ouverts aux personnes âgées, mais pas forcément spécifiques à ces personnes âgées. Maintenant, si je prends Oscar, qui est l'autre plateforme pour l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, pareil, j'ai identifié 1430 programmes sur les 2797 programmes existants, 1430 programmes qui disent être ouverts aux personnes âgées. Alors, la difficulté là, dans ce recensement, c'est que finalement, les programmes dont je vous parle ne sont pas spécifiques aux personnes âgées, et ce qu'on a pu constater lors de la première évaluation quadriennale des programmes d'éducation thérapeutique en Île-de-France, c'est que finalement, on avait très peu de programmes spécifiques aux besoins des personnes âgées, notamment en risque de perte d'autonomie. Parmi les programmes spécifiques qui existent, il y a le programme Hommage, auquel j'ai absolument pas participé, mais qui me semblait intéressant de vous présenter. Un programme qui a 3 facettes, prescription, coordination et éducation, et qui est vraiment centré sur la question de la polypathologie, de la polymédication, avec comme finalité de réduire les risques de iatrogéniques médicamenteux et de risque de réhospitalisation chez les personnes âgées. C'est un programme qui a montré dans sa faisabilité, 92,7% des patients participants ont eu sur 3 heures, enfin des séquences de 3 heures journée. Et puis, un effet qui a été noté sur les réhospitalisations, avec une réduction de 39,7% des réhospitalisations liées au risque iatrogénique chez les personnes participantes. Alors, en conclusion,
L'éducation thérapeutique des personnes âgées en risque de perte d'autonomie est possible. C'est une véritable nécessité. Je pense que ça fait partie des interventions non médicamenteuses sur lesquelles on devrait s'adosser pour permettre une meilleure qualité de vie des personnes âgées. Néanmoins, ça nécessite de repenser les programmes d'éducation thérapeutique tels qu'ils sont considérés aujourd'hui, notamment en faisant la promotion finalement de la formation des professionnels. C'est parce que j'ai été formée à l'éducation thérapeutique 40 heures que je suis à même d'élaborer forcément un programme spécifique pour les personnes âgées. Ça nécessite également d'adapter les modalités de mise en œuvre de cette ETP, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, mais également peut-être de repenser les formats des programmes. J'entends par là que si les programmes aujourd'hui qui sont financés, qui sont autorisés par les ARS et préconisés par les HS sont des programmes sur plutôt du long cours, d'autres formats existent et sont en cours d'évaluation. Je pense notamment à l'éducation thérapeutique de sortie d'hôpital, qui s'adresse beaucoup plus à l'idée d'intervention brève, sur des temps de 30 minutes, maximum 1 heure, pas forcément reconduit, mais qui montre aussi leur efficacité, notamment sur les publics parfois plus vulnérables, plus éloignés du système de santé. Enfin, il s'agira de prendre appui aussi peut-être sur des programmes de TP de type polypathologie, parce que c'est pareil, ils ont apporté de la nouveauté dans le champ de l'éducation thérapeutique, notamment questionner la priorisation, et puis comment finalement j'organise ma vie lorsque je ne suis pas uniquement atteinte d'une maladie, mais de plusieurs maladies. Et dernier élément, mais on en a déjà parlé ce matin, la nécessité d'impliquer des acteurs concernés, que ce soit les personnes âgées ou leur entourage, dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces programmes. Je disais tout à l'heure que c'est les professionnels de santé qui mettent en application les programmes, mais aujourd'hui, je crois pas que tout nouveau programme ne peut se faire sans la participation des personnes concernées à tous les niveaux du programme. Je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.